Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de révision où on va traiter un QCM portant sur la mécanique quantique et sur une particule dans un puits infini. Donc vous avez ici le contexte qui est présenté, on s'appuie sur un sujet ICNA 2019 et puis on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on met en pause à chaque question, vous prenez une feuille, vous réfléchissez. Quand il n'y a aucune des bonnes réponses qui est proposée, il faut mettre la réponse E et ensuite vous refaites play sur la vidéo pour voir la réponse. Donc dans le puits infini, on va vous donner quatre affirmations. On vous demande parmi ces 4 affirmations lesquelles sont vraies. On met en pause la vidéo. Donc on a ici représenté le puits de potentiel infini qui s'étend des abscisses x égale 0 à x égale L. Et ce puits de potentiel infini interdit la présence de toute particule pour des valeurs de x supérieures à L ou des valeurs de x inférieures à 0. Donc en fait la proposition numéro A est fausse, puisque la probabilité de présence de l'électron dans les régions x inférieur à 0 et x supérieur à L est nulle. Alors on nous demande si les niveaux d'énergie de l'électron forment un continuum dans le puits. Ben non, on sait que quand on a une particule confinée, on a des états liés pour la fonction d'onde qui décrit la particule, et on sait que ça c'est associé à des énergies qui ont des niveaux E1, E2, E3, etc. qui sont quantifiés. Donc ils ne forment pas un continuum d'énergie comme on l'aurait par exemple pour une particule libre ou un état de diffusion. Pour un état lié, on a des énergies discontinues, donc la réponse B est fausse. On nous demande ensuite si la position et la vitesse de l'électron sont parfaitement déterminées. Alors, on sait que dans le puits, on a le principe d'incertitude de Heisenberg qui s'applique et qui dit que l'incertitude sur la position multipliée par l'incertitude sur la quantité de mouvement, donc les deux ici projetés sur l'axe EX, est supérieur ou égal à h bar sur 2, donc on ne peut pas connaître avec une certitude absolue, ça voudrait dire une incertitude ici nulle, les deux à la fois, et comme la quantité de mouvement on peut la relier à la vitesse de groupe, bien ici c'est ce qu'entend la question C, donc non, on ne peut pas déterminer vitesse et électron de manière parfaitement certaine à tout instant, donc c'est faux. Et enfin, dans un état stationnaire, la probabilité linéique de présence est uniforme. Alors, la probabilité de présence, la densité de probabilité de présence est psi carré, et on sait que pour un état stationnaire, la densité de probabilité de présence, psi carré, ne dépend pas du temps. En revanche, on ne dit pas qu'elle est uniforme, donc la réponse D est fausse, donc aucune des propositions n'est vraie, il fallait ici cocher la réponse E. Donc deuxième question, cette fois-ci on s'intéresse à une particule dans un état stationnaire, donc on nous donne son expression ψn, et on cherche l'expression du niveau d'énergie En ainsi que du niveau d'énergie E1. Voilà, donc vous faites la démonstration, on met sur pause. Alors on va ne pas faire la correction tout de suite, on va enchaîner 2 questions, puisque en faisant certaines corrections on va répondre à des questions d'après, donc on va essayer d'enchaîner les questions avant de montrer les corrigées. On vous demande maintenant de faire une application numérique. Et on vous demande donc l'expression de Kn, ainsi que l'expression de ψn de x. Donc on met pause pour vous laisser le temps de chercher un petit peu. Donc on va chercher ici les niveaux d'énergie des états stationnaires. Alors l'énoncé vous rappelle la forme générale d'un état stationnaire. On rappelle que c'est de la forme d'une fonction de x fois une fonction du temps. Les deux sont complexes. Et la fonction du temps, on peut démontrer en utilisant l'équation de Schrödinger qu'elle est de la forme e de moins IE T sur h bar, avec E l'énergie de l'état stationnaire. Alors nous maintenant on va s'intéresser à l'expression de ψn et à la valeur de En, donc c'est ça nos deux inconnus. Pour ça il faut résoudre l'équation de Schrödinger des états stationnaires, c'est celle qu'on obtient quand on injecte la forme de ψ ici dans l'équation de Schrödinger initiale, qui vous était rappelée dans l'énoncé, et quand on fait ça, l'équation de Schrödinger stationnaire nous donne que moins h bar carré sur 2m ψn seconde de x, plus v de x ψn de x égale l'énergie de l'état stationnaire n fois ψn de x. Alors ici on est dans un puits infini, donc si on est entre x qui appartient à 0, L, et bien le potentiel V est nul. Donc on peut réécrire directement l'équation comme ψn seconde de x plus 2m epsilon n sur h bar carré ψn de x égale 0. On peut identifier ici une pulsation spatiale qu'on va appeler k carré, ce qui va nous permettre, alors qu'on indice n pour dire que c'est l'état stationnaire numéro n, donc kn égale racine de 2m epsilon n sur h bar, donc ça va nous permettre de résoudre l'équation et de trouver l'expression de kn et de en avec les conditions aux limites.
Donc la résolution nous donne, on a un oscillateur harmonique, donc psi n, une équation d'oscillateur harmonique, psi n de x égale de la forme a cos knx plus b sinus knx. Il reste maintenant à écrire les conditions aux limites. On sait que psi n est une fonction continue, et on sait aussi qu'il n'y a aucune probabilité de présence de la particule en x inférieur à 0 et x supérieur à L. Donc en particulier en L+, et en 0-, la valeur de psi n doit être nulle, et c'est aussi vrai en 0+, donc, et en L-, par continuité de la fonction d'onde. Donc c'est ce qu'on va écrire. Psi n de 0 qui vaut A, elle doit être égale à 0, pour avoir une probabilité nulle de présence en x égale 0 de la particule, et psi n en x égale L, qui vaut donc b sinus knl, doit être égal à 0 également. Et ça va nous... On ne veut pas que b soit nul, parce que si b était nul, comme on a déjà a qui est égal à 0, si b aussi était égal à 0, on aurait psi n qui serait nul à en toute position, donc ça voudrait dire qu'il n'y ait pas de particule dans le puits. Nous on veut qu'il y ait une particule dans le puits, donc il faut que b soit non nul. Et ça va nous imposer que sinus de knl égale 0, et autrement dit, knl égale np, donc kn égale np sur l. Donc ça, voici les vecteurs d'onde quantifiés qui peuvent exister dans le puits. Or, kn, nous avons vu que c'était racine de 2m en sur h bar. Et donc, si ça c'est égal à np sur l, on peut tout de suite en déduire le niveau d'énergie en qui va être, donc on va mettre au carré, n carré pi carré h bar carré sur 2m L carré. Donc ça c'était le résultat attendu. Alors c'est grâce à ça qu'on va trouver le résultat attendu, puisqu'on peut en déduire directement que E1 c'est pi carré h bar carré sur 2m L carré en remplaçant n par 1, et donc En sera donc n carré epsilon 1, ce qui nous donne les deux réponses à cette question. Donc on va reprendre l'expression ici avec toutes les valeurs numériques données dans l'énoncé. Donc h bar 10-34 joules seconde, la masse de l'électron on l'estime à 10-30 kg, la largeur du puits est de 0,6 nanomètres. On va mettre ça nous donne l'expression en joules. Si on veut mettre en électronvolts, il faut diviser encore par 1,6 10-19. Et donc on va regrouper les constantes devant et toutes les puissances de 10 dans la même ensemble, ce qui va nous donner 10 puissance 1 ici au niveau des puissances de 10 en remontant le 10-30, le 10-20, 10-19. Et ici pi carré c'est l'ordre de 10, 2 fois 36 fois 1,6, ça fait à peu près du 4 fois 30, ça donne du 120, c'est de l'ordre de 100. Et donc si on fait 10 fois 10 sur 100, ça donne un ordre de grandeur de 1 électronvolt, qui est donc la réponse à la question. Alors si on revient sur la démonstration de la résolution de l'équation de Schrödinger, nous avons déjà montré que Kn est égal à np sur L, qui est donc la première réponse, et nous montrons que psi n de x est égal à b sinus de knx. Alors il nous faut déterminer b, et ça se fait par la condition de normalisation, qui dit que la probabilité que la particule soit dans le puits est de 1. Or la probabilité, c'est aussi l'intégrale de la densité de probabilité module de psi n carré de x, dx sur le puits, c'est-à-dire entre 0 et L. Donc si on intègre la densité de probabilité module de psi n carré de x dx entre 0 et L, on doit trouver 1, c'est ce qu'on appelle la condition de normalisation. Donc ça, si je le remplace, ça va faire module de b carré, fois l'intégrale de 0 à L, alors que je peux sortir puisque c'est une constante, de sinus carré n de knx dx. Pour calculer cette intégrale, on va linéariser le sinus carré, donc c'est-à-dire qu'on va dire que c'était 1 moins cos de 2 knx sur 2 dx. Le premier terme va s'intégrer donc en L sur 2, 1 demi va donner L sur 2 après l'intégrale, et cos de 2 knx, ça s'intègre en sinus de 2 knx sur 2 kn, mais comme on était déjà sur 2, ça va faire sur 4 kn, entre 0 et L. Mais en fait, ce dont on va s'apercevoir, c'est que déjà quand on va évaluer le sinus de 2 knx en 0, ça va faire 0, et quand on va l'évaluer en L, on va avoir sinus de 2, alors kn, je rappelle, c'est np sur L fois L. Et ça fait sinus de 2 np qui donne aussi 0, donc ce terme-là est nul.
il nous reste que le module de B carré fois L sur 2 égale 1. Autrement dit, le module de B carré, c'est 2 sur L. Et donc, B, c'est racine de 2 sur L fois une phase, fois un argument. Alors, en fait, toutes les fonctions d'onde sont définies à un facteur EIθ près. Donc, en général, quand on a le choix, on prend θ égale 0, de telle sorte à avoir B réel. Et donc, B égale racine de 2 sur L convient. Et donc, la réponse D est la réponse attendue. On nous demande désormais les probabilités linéiques ρ1 et ρ2 de trouver l'électron en x égale L sur 2 dans les états stationnaires E1 et E2. Alors vous cherchez et on met sur pause. La difficulté de cette question, c'est de bien comprendre ce qu'on appelle une probabilité linéique, puisque nous, ce que nous connaissons, c'est la petite probabilité de delta P qu'une particule soit comprise entre x et x plus dx. Donc cette probabilité, que ce soit dans la zone bleue ici, c'est le module de psi carré, ce qu'on appelle la densité de probabilité, évaluée en x, et à l'instant t, fois dx. Alors, probabilité linéique, mais pour construire une probabilité linéique, ρ, on va diviser la probabilité par la longueur élémentaire dx, et donc en fait on s'aperçoit que ce qu'on appelle probabilité linéique, c'est ni plus ni moins que le module de psi carré, c'est-à-dire la densité de probabilité. Donc il nous reste désormais à évaluer ce module pour le niveau d'énergie n égale 1 et pour le niveau d'énergie n égale 2, et de l'évaluer en L sur 2. Donc ρ1, ce sera psi 1 carré évalué en x égale L sur 2. Donc on reprend l'expression de psi, donc on va avoir racine de 2 sur L, fois le sinus de knx, mais avec ici n égale 1. Donc kn c'est n pi sur L, donc K1 ça va être pi sur L fois x, mais x on l'évalue en L sur 2, donc ça va faire pi L sur 2L au carré. On va obtenir un sinus de pi sur 2 qui vaut 1. Le racine de 2 sur L au carré va donner 2 sur L. Et donc on va obtenir ρ1 égale 2 sur L. Pour ρ2, eh bien on va faire la même chose en utilisant psi 2 carré évalué en x égale L sur 2. Ça va encore donner racine de 2 sur L fois sinus de k2x cette fois-ci. Donc x, on va le remplacer par L sur 2. K2, ça va être 2pi sur L. Donc on va trouver 2pi sur L fois L sur 2. Et quand on le met au carré, eh bien on va avoir un sinus de pi qui apparaît, qui va faire 0. Donc, voilà les réponses attendues. On nous demande désormais d'exprimer la longueur d'onde lambda 2 vers 1 d'un rayonnement électromagnétique qui serait émis lors de la transition d'un niveau d'énergie E2 vers E1. Je vous laisse chercher un petit peu. Donc on va considérer ici un électron dans le niveau d'énergie E2 qui va se désexciter vers un niveau d'énergie E1. Lors de cette désexcitation, il va émettre un photon d'énergie E2 moins E1, ça c'est l'énergie du photon émis. Mais on sait aussi que la relation de dispersion associée à un photon permet d'associer à l'énergie du photon une longueur d'onde avec la relation énergie du photon égale lambda. Autrement dit, la longueur d'onde du photon émis quand on va de 2 vers 1, c'est hc sur l'énergie du photon. L'énergie du photon, c'est E2 moins E1, mais on sait que E2, c'est 4E1, d'après la relation que nous avons trouvée dans le puits. Donc 4E1 moins E1, ça va faire 3E1, et on trouve donc que lambda de 2 vers 1, ça fait hc sur 3E1, qui est la réponse attendue à cette question. Pour terminer, on nous demande ce rayonnement émis, dans quel domaine spectral se situe-t-il? Donc je vous laisse un petit peu de temps pour chercher et mettre en pause. Et en fait, si on fait l'application numérique, on trouve lambda autour de 430 nanomètres, ce qui est donc la réponse A dans le domaine visible ou le proche ultraviolet.